Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre organisée par IREMO autour du thème Égypte, Soudan, Éthiopie, le barrage de la discorde. Moi, je m'appelle Mara Griminger, je suis la modératrice durant cette rencontre. Je suis diplômée en sciences politiques et gouvernance européenne de l'Institut politique à Grenoble et de l'Université Eichstätt-Ingolstadt en Allemagne et en droit européen à l'Université à Salamanque en Espagne. Ce soir, j'ai le plaisir de vous accompagner et de modérer cette séance. J'ai le plaisir d'accueillir deux intervenants aujourd'hui, ce soir, aujourd'hui. La première, c'est Manon Laroche. Elle est doctorante en sciences politiques et enseignante des cours de sciences politiques, sociologie politique et relations internationales à l'Université Paris-Panthéon-Assas. Et elle est aussi affiliée au Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale du Caire. Et le deuxième, c'est Wahel Rachid, doctorant à IFG Lab et membre du groupe Recherche Ressources. Ses recherches portent surtout sur les enjeux hydriques et énergétiques des pays du bassin de Nil. Bienvenue à vous deux. Merci d'être là et de enrichir cette rencontre. Le titre, du coup, c'est Égypte, Soudan, Éthiopie, le barrage de la désaccord. Mais pourquoi en discuter? Pourquoi ce sujet? L'eau, c'est la vie. L'accès à l'eau a toujours été essentiel pour la survie des humains, mais aujourd'hui, c'est encore plus une question de géopolitique, bien sûr aussi en raison de changement climatique. Ce soir, on ne parlera pas de l'eau en général, mais d'un fleuve en particulier, le Nil. Le Nil passe par 11 États très différents, mais leur point en commun, c'est leur dépendance du Nil afin de répondre à leurs besoins en eau potable, à l'agriculture, à l'industrie, à la production d'électricité et d'autres services. En 2011, l'Éthiopie a commencé unilatéralement les travaux pour la création du Grand Barrage de la Renaissance, c'est le nom du barrage, et près de 14 ans après, le barrage est achevé. Sans plus dire, je propose de donner la parole à Manon Laroche pour une petite introduction sur les enjeux politiques et historiques du barrage. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Et merci Gianni pour la coordination d'événements et puis Mara pour la discussion que tu vas faire à la suite de nos présentations. Je souhaitais effectivement remercier Diremo dans un premier temps pour nous donner l'occasion à Well et à moi-même de parler de ce sujet qui est important et dont il est assez peu fait mention dans les médias français et francophones en général. Donc voilà, ça me paraît important d'attirer l'attention sur cette région du monde, notamment en ce moment, puisqu'elle est traversée par des conflits et des crises majeures. Et je tenais à profiter aussi de ce temps de parole pour avoir quelques mots ce soir, pour aborder ce qui se passe au Soudan depuis plusieurs mois déjà, mais en particulier depuis ces derniers jours avec la prise de la ville d'El-Fashir dans la région du Darfour au sud du Soudan et où on assiste depuis plusieurs jours à des massacres de milliers de cadavres civils qui sont tués notamment donc, par les RSF, les forces de sécurité rapide. Et voilà, donc je tenais à dire quelques mots de ce contexte puisqu'on va parler du Soudan ce soir et que ça me paraît plus important peut-être que cette question du barrage dans l'immédiat. Et on le verra aussi, un sujet qui est un peu annexe dans la politique étrangère du Soudan. Avant de commencer, je voulais simplement préciser qu'effectivement, moi, je travaille donc sur la politique étrangère de l'Égypte depuis 2013. Et donc, dans ce cadre-là, par rapport au titre du sujet de la rencontre qui porte sur l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, j'aurais évidemment beaucoup plus d'informations, de ressources à vous partager concernant l'Égypte que les deux autres pays. Mais je vais évidemment les mentionner et puis vous dire ce que je peux vous partager des connaissances que j'ai sur leurs intentions, sur les intentions de ces pays-là. Alors, pour en venir au sujet, donc le barrage de la Renaissance, qu'on appelle aussi le GERD. Je ne sais pas si vous êtes plus ou moins familier pour tous les intervenants qui sont là de ce sujet, mais donc le GERD, l'expression que je vais réutiliser beaucoup ce soir, GERD, pour Ground Ethiopian Renaissance Dam, donc le barrage de la Renaissance éthiopienne, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Et avant de commencer, je voulais
dans un premier temps, peut-être revenir sur trois éléments qui me paraissent essentiels pour justifier de l'intérêt de ce sujet aujourd'hui. Premier élément, c'est le fait que c'est un barrage donc, qui est considéré comme étant une prouesse d'ingénierie et d'architecture. Peut-être que Well reviendra dessus dans sa présentation également. C'est un projet qui est considéré par certains experts comme étant un projet pharaonique, voilà, sans faire de mauvais jeu de mots par rapport au projet égyptien. Donc c'est un projet qui a été lancé dans une grande politique de grands projets en Éthiopie. Notamment celui-ci, il a été lancé donc, sous la direction du Premier ministre éthiopien de l'époque en 2011, donc Meles Zenawi, qui n'est plus au pouvoir aujourd'hui. Mais ce projet a été repris par la suite par ses successeurs, à savoir Haïlé Mariam Desalegn, qui lui a succédé à sa mort de 2012 à 2018, et puis le Premier ministre qui est en poste actuellement depuis 2018, donc Abiy Ahmed. On aura l'occasion de revenir sur ce projet. Mais donc, ce grand barrage s'inscrit dans cette politique de grands projets, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs les grands projets également d'un des pays voisins, donc de l'Égypte, avec, je vous signale, puisqu'on est le 31 octobre, demain matin, l'inauguration officielle du grand musée égyptien, donc The Grand Egyptian Museum, qui s'appelle donc le GEM, qui va être inauguré demain matin après des années de deadline repoussées. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les questions, puisque ce n'est pas vraiment de ça qu'il est question ce soir. Donc un projet pharaonique, ce barrage, qui va constituer donc le plus grand projet hydraulique du continent africain. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, parce que je pense que Wael nous apportera un éclairage beaucoup plus intéressant dessus, et qui touche le plus long fleuve du monde, le Nil, et affecte en particulier donc deux pays, l'Égypte et le Soudan, qui sont les deux pays qui sont situés en aval du barrage de la Renaissance. Je vous partage juste rapidement une carte. Voilà, j'espère que vous pouvez bien la voir. Donc simplement pour vous montrer effectivement là où se situe le barrage de la Renaissance. Je ne sais pas si vous voyez, donc elle a dans l'ouest de l'Éthiopie. Euh, et comme vous voyez, donc il fait partie donc, du Nil bleu qui prend sa source depuis le lac Tana en Éthiopie. Et le Nil bleu et le Nil blanc qui, lui, prend sa source depuis le lac Victoria, donc qui est partagé entre le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, avec des affluents qui viennent donc du Rwanda et du Burundi et qui se rejoignent, ces deux cours, le Nil blanc et le Nil bleu, à Khartoum, dans la région de ce qu'on appelle la confluence de ces deux Nils, pour former le Nil, qui est celui qui traverse le nord du Soudan et qui arrive en Égypte avant de se jeter dans la Méditerranée. Donc juste un petit aperçu, et je crois que Well a également prévu de revenir sur cette carte pour que vous l'ayez bien en tête, pour comprendre quels sont les pays impliqués dans les enjeux de la construction de ce barrage depuis près de 15 ans. Deuxième élément, donc, premier élément, on disait, voilà, c'est un projet qui est considéré comme étant un projet pharaonique, une prouesse d'ingénierie, etc. Deuxième élément, c'est un projet qui cristallise beaucoup des changements géopolitiques en cours et à venir dans la région. Et ça, c'est assez sous-traité et c'est pour ça que c'est important d'en parler ce soir. Et en particulier, pour commencer, je vais parler un peu plus de l'Égypte, mais je vais revenir sur les autres enjeux, évidemment, au fur et à mesure de la présentation. L'Égypte est particulièrement affectée donc, par la construction de ce barrage, qui représente pour elle un enjeu majeur puisque son discours repose notamment sur la dépendance du pays au Nil pour sa survie. On reviendra dessus également avec des chiffres voilà, qui sont un peu incertains entre 90% et 80% de l'approvisionnement en eau qui serait dépendante des ressources du Nil. Et c'est important aussi, c'est un enjeu majeur également pour l'Égypte sur la scène régionale, dans la politique étrangère que l'Égypte essaie de replacer en direction de l'Afrique, et notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Abdel Fattah al-Sisi en 2013. Donc ce projet participe autant à cette politique pro-africaine dans l'idée de contrecarrer les ambitions éthiopiennes sur la scène régionale par la construction de ce barrage, autant qu'elle en est la cause. C'est-à-dire que sur les 10 dernières années, la construction du barrage a à la fois été un motif de rapprochement avec des États de la région, qu'il a été concomitant, on va dire, avec la volonté panafricaine
que porte le président Al-Sisi depuis son arrivée au pouvoir en 2014. Dernier élément, un peu de préambule, c'est la temporalité de ce barrage, puisque là, on en parle effectivement aujourd'hui, puisque il y a eu l'inauguration du barrage le 9 septembre 2025. Donc c'est pour ça que ça a un petit peu fait l'actualité. Mais en réalité, c'est pas cette date-là qui est la plus importante, puisque le barrage était déjà fonctionnel et produisait déjà de l'électricité depuis 2022. Et puis surtout, la construction du barrage remonte à 2011, comme on disait tout à l'heure, donc avec un accord qui a été signé par Meles Zenawi. Hem, mais ces projets de barrage, cette notion de barrage, elle est pas nouvelle. Là, ce sont pas, mes travaux qui en parlent, mais en tout cas, vous pouvez lire, par exemple, les travaux de Mehdi Labzaï qui en a parlé également. Donc lui, il travaille, sur l'Éthiopie et sur les fonctionnaires d'État éthiopiens. Mais il l'aborde dans la mesure où, pendant des années, les fonctionnaires éthiopiens se sont vus ponctionner une partie de leur salaire à destination, justement, du financement de la construction du barrage. Parce qu'un des éléments importants de ce barrage, c'est que, et s'ayant vu refuser beaucoup de financements internationaux, l'Éthiopie a finalement fini par se tourner vers sa population pour participer au financement de ce barrage. Je reviendrai dessus plus tard. Mais donc, premier élément sur cette temporalité que je voulais mettre en avant, c'est celle de cette durée longue de construction du barrage, puisque ça a commencé en 2011, et que les projets de barrage datent des années 60 en réalité en Éthiopie, mais ils n'ont jamais pris forme, notamment dans cette région-là de l'Éthiopie, euh, pour plusieurs raisons sur lesquelles je reviendrai plus tard. Et également par rapport à la date du 9 septembre 2025, comme je vous disais, il y a d'autres dates qui sont plus importantes, ce sont celles des différentes phases de remplissage du réservoir du barrage. Puisque c'est là-dessus, en fait, que se sont concentrés ces dernières années l'essentiel des efforts diplomatiques de l'Égypte vis-à-vis à la fois de sa relation bilatérale avec le Soudan, puisque l'Égypte a essayé d'influencer la position du Soudan sur ce sujet. On reviendra dessus, mais le Soudan n'a pas eu la même position depuis 2011, notamment lié au contexte de guerre civile interne. Je reviendrai dessus. Et puis vis-à-vis de l'Éthiopie, évidemment, puisque c'était le gros point d'achoppement, c'était la différence, le désaccord sur le nombre d'années nécessaires au remplissage de ce bassin et également la capacité finale de remplissage de ce bassin. Puisque pour l'Égypte, ça représente une menace existentielle au pays et je vais revenir dessus tout de suite. Euh, il y a plusieurs traités qu'il faut avoir en tête, peut-être, pour bien penser les enjeux historiques qui nous amènent aujourd'hui à réfléchir aux enjeux stratégiques du barrage. Puisque jusqu'au début des années 2000, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui prévalait, c'était les droits historiques de l'Égypte et, dans une moindre mesure, du Soudan sur le Nil. Donc ces droits historiques, ils ont été revendiqués par l'Égypte et le Soudan depuis des périodes coloniales au XXe siècle, qui donnaient en fait à l'Égypte et au Soudan des droits privilégiés. Il y a deux accords importants qui en fait sont l'un est la suite de l'autre. Il y a le premier accord donc de 1929, qui est un accord qui a été signé entre l'Égypte et la Grande-Bretagne, qui était alors la puissance coloniale au Soudan. Et donc ce premier accord fixe déjà les premières règles de partage et d'utilisation du Nil, avec une sorte de droit de veto qui est donné à l'Égypte, notamment sur tout projet qui se situerait en amont du pays et qui pourrait donc réduire le débit du Nil. Donc ça, c'est un premier accord qui est signé en 1929 et auquel va succéder un accord en 1959 qui va en fait renouveler l'accord de 1929, mais cette fois-ci entre l'Égypte et le Soudan, qui est alors devenu indépendant. Et donc c'est une mise à jour un peu de cet accord en 1959 pour renouveler ce contrôle des eaux du Nil que ces deux pays se partagent à l'exclusion de tout autre pays, c'est-à-dire qu'aucun volume n'est attribué aux pays en amont, et l'Égypte et le Soudan se répartissent de la façon suivante la capacité d'eau. Donc 55 milliards de mètres cubes d'eau par an est dédié à l'Égypte, et le Soudan pourra accumuler jusqu'à 19 milliards de mètres cubes d'eau par an. Et comme je disais, donc les autres États qui sont situés en amont, donc on se rappelle de la carte, c'est-à-dire la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud, alors qui n'est pas encore le Soudan du Sud, mais ce qui deviendra le Soudan du Sud, l'Éthiopie
Et c'est tout. Donc ces États-là, qui sont ce qu'on appelle les États du bassin du Nil, puisqu'ils sont situés dans la région du bassin du Nil et ils profitent en fait des différents affluents qui viennent du Nil, vont tous rejeter ces accords-là, puisque évidemment aucune part ne leur est attribuée. Donc jusque dans les années 2000-2010, comme je vous disais, ce sont ces droits-là qui vont prévaloir. Et ce qui va changer la donne, ce sont justement les demandes de ces pays en amont qui vont être de plus en plus fortes pour accéder justement à l'utilisation du Nil de façon plus conséquente. Ça va donner naissance en 1999 à l'initiative du bassin du Nil, qui naît après une rencontre des pays à Addis Abeba en 1999, et où se retrouvent tous les pays qui sont traversés donc par le Nil, qui acceptent de faire partie de cette initiative, l'Égypte et le Soudan compris dans cette initiative. Et ils vont appeler, au fur et à mesure des années, à de plus en plus de négociations, avec notamment des comités d'experts internationaux qui vont inviter à la table des négociations pour retravailler justement ces droits privilégiés qui avaient été jusque-là exclusifs vis-à-vis de l'Égypte et du Soudan. Ça va aboutir à l'année 2010 où un premier accord va être signé, donc un accord qui est signé dans le cadre de cette initiative du bassin du Nil, qui est l'accord d'Entebbe. Donc Entebbe, c'est une ville qui est en Ouganda. Et donc cet accord va être signé et ratifié en 2010 par 5 pays seulement sur les 11 pays de la région du bassin du Nil. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à partir de ce moment-là, à partir de 2010, que véritablement les négociations entre l'Égypte et l'Éthiopie et les relations bilatérales vont commencer à devenir compliquées, puisque là, est acté par un acte international qui, à ce moment-là, n'est pas encore contraignant parce que cet accord-là, qui est signé en 2010, ne rentre en vigueur que l'année dernière, en 2024, puisqu'il fallait, d'après les règles qui étaient stipulées dans l'accord lui-même, la ratification d'un certain nombre d'États, etc. Et donc, c'est la ratification du Soudan du Sud qui va finir par provoquer l'entrée en vigueur de cet accord. Et donc, à partir de cet accord de 2010, euh, commencent donc à se distendre, on va dire, les liens entre l'Égypte et l'Éthiopie sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que cet accord remet en cause, en fait, évidemment, vous l'avez compris, le droit de veto de l'Égypte, puisqu'il demande, dans l'article 4 de l'accord, à un partage équitable des ressources du fleuve entre les différents États du bassin du Nil. Donc, il reste assez flou sur le partage et sur la proportion de l'eau qui sera allouée, accessible à chaque pays. Mais dans les faits, on parle déjà d'un partage équitable et raisonnable des ressources de l'eau du Nil. Et donc, cet accord est considéré comme faisant sauter un petit peu le droit de veto qui était jusque-là accordé à l'Égypte. Et cet accord, comme je vous disais, donc va faire ressortir les intérêts divergents à ce moment-là de différents États de la région, et notamment de l'Éthiopie, du Soudan et de l'Égypte. Donc rapidement, pour terminer cette première partie, puisque je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard, je vais vous parler séparément, distinctement de ces trois États en quelques lignes, simplement pour vous redonner quels sont leurs liens avec ce barrage, leurs intérêts et leur marge de négociation par rapport à la construction de ce barrage. Alors pour commencer donc avec l'Éthiopie, donc comme je vous disais tout à l'heure, pour l'Éthiopie, ce projet n'est pas un projet nouveau. Il a été relancé par Meles Zenawi dans son idée de l'État développemental qui doit participer à la construction de grands projets nationaux. Et l'enjeu pour l'Éthiopie, c'est la production d'électricité, à la fois pour répondre à la demande intérieure, qui est très forte, mais aussi pour l'exportation de l'électricité. Donc ça, c'est deux éléments qui sont très importants, qui sont revendiqués par l'Éthiopie pour construire ce barrage et qui fait partie des arguments qui mobilisent auprès des différents États de la région pour les soutenir dans ce projet. Et un autre élément qui peut être souligné, c'est celui de l'attraction d'investisseurs, puisque le fait qu'il y ait ce barrage qui se crée, bah, ça va évidemment attirer des investisseurs, notamment pour développer l'exportation d'électricité, donc en termes de chemin de fer, d'infrastructures routières, ferroviaires, pour pouvoir déplacer cette électricité. Pour l'Égypte, rapidement, donc c'est un gros dossier. Le dossier du barrage de la Renaissance, c'est un des dossiers sur lesquels moi je travaille plus particulièrement dans la politique étrangère de l'Égypte.
C'est un c'est un dossier qui est internationalisé. Ils n'ont pas simplement souhaité le traiter à l'échelle régionale, comme ce que l'Éthiopie souhaitait faire à l'origine. Donc, bien sûr, il a été porté auprès de la Ligue arabe, auprès de l'Union africaine, mais l'Égypte s'est engagée dans des procédures de dépôt alors, c'est pas des plaintes, mais en tout cas, ils se sont adressés à diverses reprises auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc c'est remonté jusqu'aux Nations Unies, pour faire de ce barrage un sujet qui soit abordé auprès du Conseil, et notamment pour revenir sur le fait que, selon l'Égypte, c'est une menace existentielle à sa sécurité nationale, étant entendu, encore une fois, que l'Égypte met souvent en avant ce chiffre, ce qui est vrai, selon lequel l'irrigation, l'industrie, l'agriculture dépend à 90% des approvisionnements en eau. Et ce dont a peur l'Égypte, c'est d'un moindre débit du Nil. Donc c'est décrit comme une menace existentielle. Je reviendrai dessus peut-être plus tard. Euh, et enfin pour le Soudan. Donc le Soudan, quels sont ses intérêts dans la crise? Alors déjà, c'est le premier pays, vous vous souvenez de la carte, je vais peut-être la remettre 2 secondes. C'est le premier pays qui se situe donc en aval du barrage de la Renaissance. Donc c'est celui qui est le plus touché. Il se situe seulement à 20 kilomètres. Les frontières du Soudan sont à 20 kilomètres du barrage. Donc si jamais il devait y avoir des débordements, un problème, une rupture dans le barrage, ce serait effectivement un pays qui serait géographiquement et physiquement affecté tout de suite. La position du Soudan, comme je commençais à vous dire tout à l'heure, elle a été plus neutre au départ, puisque lorsque c'était encore donc, la dictature de Omar el-Béchir, à ce moment-là, le Soudan voyait plutôt le barrage comme une opportunité de justement pouvoir profiter de cette électricité produite à moindre coût, puisque dans un pays frontalier, et donc l'importation de l'électricité serait plus faible dans un pays qui manque également d'électricité. Donc dans les faits, le Soudan était moins exposé et donc beaucoup moins véhément sur la question. Ce qui a changé la donne, c'est donc depuis la chute de Omar el-Béchir en 2019, suite à, donc, à sa chute, il y a eu donc un gouvernement transnational civil-militaire qui a essayé de trouver justement une solution politique à la crise politique qui s'était ouverte après la chute de Bachir. Et à la suite de cette tentative, il y a eu donc un coup d'État en octobre 2021 dirigé par El Burhan et qui a conduit l'Égypte à soutenir, alors d'une façon plus ou moins directe, ce gouvernement. Et un des enjeux qui est important dans cette coopération bilatérale, en tout cas dans cette entente bilatérale entre l'Égypte de Al-Sisi et celle de El Burhan, c'est justement les enjeux autour du barrage de la Renaissance sur lesquels je reviendrai tout à l'heure parce que je crois que j'ai déjà trop parlé. Parfait. Merci beaucoup, Manon, pour cette première présentation. Très, très détaillée et très bien expliquée. Je donne du coup maintenant la parole à Wahel Rachid pour nous apporter son éclairage sur les dimensions hydriques, énergétiques et géopolitiques aussi. Merci, bonsoir tout le monde. Déjà, merci aux organisateurs pour avoir organisé cette table ronde. Moi, je suis très content parce que quand j'étais étudiant, je profitais des événements organisés par l'IREMO, donc je suis content d'être de l'autre côté cette fois-ci. Alors moi, j'ai commencé mes études par l'étude du partage des eaux du Nil dans les années 50-60. Et avec la construction du barrage en essence, mes centres d'intérêt sont un peu étendus sur la question de l'hydroélectricité. Donc, si je vous dis ça, c'est qu'en fait, la question des eaux sur le Nil, en fait, il y a des basculements d'enjeux entre les enjeux plutôt agricoles et les enjeux plutôt hydroélectriques. Donc, c'est là-dessus que je vais baser ma présentation. Donc, on pourra y revenir. C'est une carte qui est un petit peu ancienne parce que les choses ont un petit peu bougé depuis que je l'ai faite et c'est intéressant justement pour ça. Euh, Ce que cette carte ne montre pas, c'est par exemple l'élément climatique. L'Égypte et le Soudan sont des pays majoritairement arides, tandis que les pays d'amont sont plutôt des pays qui ont un climat tropical, à l'exception de l'Érythrée et du Kenya, où il y a d'autres types de climats de manière importante. Euh, et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que historiquement, l'aménagement du fleuve ne répondait pas aux mêmes enjeux selon les périodes et selon les pays. Donc,
Quand on parle d'aménagement du bassin du Nil, on pense bien sûr aux barrages. Les barrages ont trois fonctions qu'il faut prioriser les unes par rapport aux autres. Donc, c'est la régulation du débit du fleuve pour éviter les crues, pour faciliter la navigation. C'est le stockage de l'eau pour la consommation de l'agriculture et c'est le prélèvement de l'eau pour produire de l'hydroélectricité. Donc, au départ, la priorité était donnée plutôt au développement agricole de l'Égypte et du Soudan pour les raisons sur lesquelles je vais revenir. Tandis que pour les pays de l'amont, la priorité, c'est la production électrique. Sur la carte, vous voyez peut-être les barrages en Ouganda, par exemple. Ils s'inscrivaient dans une politique coloniale dans les années 50. C'était l'occasion pour la Grande-Bretagne d'essayer d'industrialiser ses colonies en Afrique de l'Est. Donc en fait, pour l'Égypte et le Soudan, la construction de barrages, elle répond d'abord à un stockage d'eau pour la production agricole. Et la production d'électricité est plutôt bienvenue, mais c'est un enjeu qui est secondaire par rapport à la question de l'agriculture. En gros, il faut bien imaginer que les moments où on a besoin d'eau pour l'agriculture ne sont pas nécessairement les moments où on a besoin d'eau pour l'électricité. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut choisir sur quoi on priorise. Euh, et donc, si ça m'amène sur la question de l'énergie, c'est qu'en fait, tous ces pays ont un point commun actuellement. Par exemple, par rapport à un contexte français où on a une énergie, on a des capacités de production assez stables si on met de côté la volonté d'électrification des usages, alors que pour tous ces pays, ce n'est pas le cas. Ils ont tous des besoins en augmentation de production d'énergie pour deux raisons principales. Déjà, l'augmentation rapide de leur population, donc on pourra y revenir, mais bon, l'Éthiopie et l'Égypte sont tous les deux déjà plus de 100 millions d'habitants, respectivement. Et c'est des populations qui vont continuer de croître significativement. L'autre raison, et Manon l'a évoqué, c'est le développement économique et notamment industriel de ces pays-là. Donc, si on se concentre sur le cas de l'Éthiopie, l'Éthiopie a l'accès de l'électricité, pour la population, c'est 55% de la population qui a accès à l'électricité. Donc, on est très loin d'une situation de la France ou de l'Égypte où c'est à 100% électrifié. Euh, Maintenant, on a parlé également, en fait, depuis les années 90 en Éthiopie, vous avez un nouveau pouvoir qui s'est mis en place à la suite de la guerre civile. Et ce pouvoir, qui était dirigé au départ par Meles Zenawi, d'inspiration marxiste, on va dire, a développé un programme de grands travaux dans les différents domaines que sont l'eau, l'énergie, les routes, les télécommunications, avec l'idée d'industrialiser le pays. Par ailleurs, l'Éthiopie est un pays qui a un fort déficit commercial, donc l'industrialisation, c'est aussi une manière aussi pour récupérer des devises. Et l'autre particularité de l'Éthiopie, c'est que c'est un État enclavé, ce qui la gêne aussi pour son propre développement économique. Donc, la question de l'énergie pour l'Éthiopie, c'était notamment de suivre en fait son développement industriel et économique. C'est un pays qui a eu en moyenne 8% de croissance économique sur une vingtaine d'années. Donc, c'est des changements assez importants pour le pays. Si on s'arrête sur la production électrique éthiopienne, alors je vous donnerai des chiffres après français pour vous donner un ordre d'idée. En Éthiopie, la capacité installée, c'est 5690 mégawatts de production d'électricité. Le barrage Renaissance, quand il sera complet, parce que pour l'instant, comme l'a dit Manon, il a commencé déjà à produire de l'hydroélectricité, mais en fait, toutes les turbines ne sont pas mises en place. Mais à terme, il doit avoir une capacité installée de 5150 mégawatts. Donc c'est quasiment toute la capacité installée de l'Éthiopie. Alors, il y a deux choses qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a quand même une guerre civile en Éthiopie qui dure depuis un certain temps et donc qui a affecté les capacités en production. La population a augmenté. Mais tout ça pour dire que l'Éthiopie, sa production d'électricité, elle est quand même dépendante à 95% de l'hydroélectricité. Donc ça suppose des enjeux quand même relativement importants pour le pays. Euh, Par ailleurs, la population éthiopienne étant relativement pauvre, euh, l'idée de l'Éthiopie est d'exporter son énergie pour aussi avoir des devises et continuer son développement économique. C'est à la fois un enjeu symbolique parce qu'elle veut s'ériger en puissance en énergie renouvelable, et en même temps, c'est un enjeu économique important parce que l'idée derrière le fait d'exporter son énergie vers les pays voisins, c'est notamment de sécuriser son accès à la mer. L'accès à la mer de l'Éthiopie depuis la sécession de l'Érythrée, donc
début des années 90, fin de la guerre civile et séparation à l'amiable, on va dire, de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Puis assez rapidement, une guerre civile. Donc, l'accès à la mer Rouge par l'Érythrée étant rompu, le dernier accès qui reste pour l'Éthiopie, c'est Djibouti. Donc, c'est un corridor assez petit et un port quand même qui a une taille quand même limitée. D'ailleurs, peut-être qu'on y reviendra. Récemment, vous avez de nouvelles tensions entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Euh, et on pourrait faire un parallèle avec l'Égypte. De la même manière que pour l'Égypte, l'eau est une menace existentielle, pour l'Éthiopie, en fait, l'accès à la mer est vu comme un problème existentiel aussi. Mais bon, elle montre bien aussi que pendant des années, elle a vécu sans un accès à la mer ou directement. Donc ça, c'est des représentations aussi de ces pays-là qu'ils utilisent aussi pour avancer leurs intérêts. Euh, sur les exportations d'énergie, le barrage en essence, il est à 500 km de Khartoum, donc c'est intéressant, mais reste la question de l'eau. Euh, Quant à l'Égypte, la proposition de vente d'énergie bon marché, c'est pas très intéressant en fait pour l'État égyptien en termes de production, de capacité installée. Donc c'est pas pour ça. L'idée est de pouvoir de comparer, mais la capacité installée de l'Égypte, c'est 59 680 mégawatts. Donc, les exportations de l'Éthiopie seraient complètement insuffisantes. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, la capacité installée, c'est 151 463 mégawatts. Donc, pour donner un peu un ordre d'idée. Euh, Ça n'empêche pas que l'Égypte a eu des problèmes d'énergie, notamment à cause de problèmes d'approvisionnement en hydrocarbures. Mais du coup, c'est comme ça que l'Égypte gère sa question de l'énergie. L'hydroélectricité en Égypte, aujourd'hui, c'est à peu près 8%. Ce n'est pas le cas au moment de la construction du haut barrage d'Aswan, et on pourra y revenir. Tout ça pour dire que pour l'Égypte, et aussi un peu le Soudan, mais dans une moindre mesure, la priorité, c'est les eaux du Nil, pas pour une question d'énergie que l'Éthiopie pourrait transférer, enfin vendre plutôt, mais pour des questions agricoles. Donc si on parle des questions agricoles, la dépendance de l'Égypte vis-à-vis du Nil, elle est assez importante, puisque si vous regardez ce qu'on appelle les ressources en eau renouvelables du pays interne, c'est 1 milliard de mètres cubes d'eau. Donc c'est vraiment rien du tout. Le Soudan, c'est 4 milliards de mètres cubes d'eau. Donc peut-être une précision, les ressources en eau renouvelables internes, en fait, c'est les ressources en eau qui sont, comment dire, qui sont issues de la pluviométrie locale, en fait, tout simplement. Et l'Éthiopie, c'est 122 milliards de mètres cubes d'eau. Donc en fait, on voit une différence assez nette aussi en termes de répartition de la pluviométrie. Donc ça, c'est pour la question de l'eau, pour la question de l'agriculture, parce que c'est en fait l'enjeu derrière, c'est d'abord l'agriculture, ensuite l'industrie et les usages domestiques. Euh, Si on pense au prélèvement d'eau agricole en pourcentage de cette ressource en eau renouvelable, en Égypte, c'est 106%. Donc c'est-à-dire que c'est plus que son approvisionnement de départ. Donc ça, pareil, je pourrais y revenir dans un deuxième temps sur comment l'Égypte euh, arrive à subvenir à ses besoins malgré un approvisionnement limité en eau. Pour le Soudan, c'est 8,5%, ce prélèvement en eau agricole, et pour l'Éthiopie, c'est 8%. Donc on est sur des systèmes économiques complètement différents. Donc je ne reviens pas sur les traités qu'a évoqué Manon, on y reviendra peut-être dans les questions, notamment sur les questions de quote-part. Mais pour l'Égypte, la question de l'eau du Nil, donc c'est ce que je disais, c'est un enjeu pour l'agriculture. L'agriculture, c'est encore 19% de la population active et c'est 11% du PIB. Mais le plus important de ce point de vue-là, c'est plus la charge politique et symbolique, c'est-à-dire la capacité de l'État à subvenir à la sécurité alimentaire du pays. C'est ça qui est en fait en jeu en Égypte. Ça n'empêche pas que, et je mets de côté les questions identitaires sur l'eau sur lesquelles on pourra revenir. Et donc, ce que j'allais dire, c'est que ça ne met pas de côté le fait qu'en Égypte, il y a des conflits sur la répartition de l'eau au niveau local, mais ces conflits sont mis sous le boisseau par rapport à la question du barrage. Donc, il y a une espèce de décorrélation entre ces deux aspects sur lesquels je reviendrai. Donc, très rapidement, pour reprendre la chronologie, en 2011, quand l'Éthiopie annonce la construction du barrage Renaissance, euh, vous avez deux événements majeurs. Il y a le référendum au Soudan qui acte la séparation avec le Sud-Soudan, dont les autorités égyptiennes étaient plutôt mécontentes pour différentes raisons, et notamment cette question de l'eau. Et il y a la révolution en Égypte. Euh, donc ça a été vu comme en Égypte, en tout cas, l'annonce de la construction du barrage Renaissance a été vue comme un moyen de profiter de son état de faiblesse, en fait, en,
en expliquant que sans quoi elle s'y serait opposée de manière véhémente avant. Et ça nous ramène aux questions de financement sur lesquelles on reviendra probablement. L'Éthiopie, dès le début, a fait valoir en fait que son projet était un bénéfice pour tous, y compris pour l'Égypte et le Soudan, notamment avec cette question de transfert d'électricité bon marché et plutôt propre. Bon, c'est une manière de dépolitiser en fait une rivalité qui est à la fois sur l'eau et sur des enjeux régionaux un peu plus larges. Mais on peut le dire tout de suite, jusqu'à cette période-là, l'Égypte empêchait en fait l'Éthiopie d'avoir accès à des financements internationaux. Et donc c'est pour ça que l'Éthiopie s'est tournée vers sa propre population. Euh, et donc la question qui est souvent posée par rapport à ce barrage, c'est la question des guerres de l'eau. Alors les guerres de l'eau, aussi c'est une idée dont il faut se méfier, qu'il ne faut pas totalement écarter l'idée d'une guerre sur cet enjeu-là, mais bon, en général, une guerre, ça repose plutôt sur un ensemble de facteurs et pas juste sur ça. Et on pourra y revenir. Mais pour donner quelques éléments historiques qui, à la fois, structurent le discours politique égyptien, mais aussi la représentation qu'a l'Éthiopie de l'Égypte, c'est d'une part les menaces dès l'époque de Sadat. Sadat disait qu'il bombarderait tout barrage qui serait construit. Donc, s'appuyant sur l'accord de 59, c'est-à-dire tout barrage qui est construit sans l'autorisation de l'Égypte, en fait. Pendant la Révolution, vous avez un épisode un peu connu autour de Mohamed Morsi. Donc, c'est une réunion du président de l'époque avec des conseillers, des représentants de partis politiques sur cette question-là. Pendant cette réunion, certains proposent de mener des actions de déstabilisation en Éthiopie. Le problème, c'est que cette réunion, elle était rediffusée en direct sans que les participants ne le sachent. Et donc, ça a mis l'Égypte dans une position très délicate au niveau international parce que, en fait, ça la met en position d'agresseur. Euh, C'est toujours compliqué une question de barrage parce qu'un barrage est toujours vu comme quelque chose de positif, du progrès, mais en fait, il y a toujours des gagnants et des perdants sur un barrage. Mais là, en tout cas, ça a mis l'Égypte dans une situation un peu délicate. Depuis la prise du pouvoir par le président Sisi, il y a eu un changement d'attitude. Le président Sisi s'est plus orienté sur une voie plutôt diplomatique, qui n'a pas donné les effets escomptés pour le coup, et c'est ce qui amène à ce que décrivait Manon sur des plaintes auprès de l'ONU. Mais récemment, donc, l'Égypte n'a pas exclu non plus l'utilisation de l'option militaire, en fait. Donc, c'est pas parce que l'Égypte, pour l'instant, n'a rien fait et que on peut penser que c'est très peu envisageable qu'il ne se passera rien de plus compliqué à l'avenir. Je vais peut-être un petit peu de temps encore. Alors, je reviens peut-être pas sur l'IBN où Manon a déjà expliqué beaucoup de choses et on pourra y revenir sur la question des traités coloniaux peut-être plus sur un enjeu régional qui est la rivalité entre l'Éthiopie et l'Égypte. C'est-à-dire que c'est pas que la question des eaux du Nil qui est en jeu, c'est aussi une question de rapport de force au niveau régional, de qui est un peu l'hégémon régional. Et cette rivalité entre l'Égypte et l'Éthiopie, elle se déplace souvent aussi en mer Rouge. Donc, c'est pas un hasard si l'Égypte, par exemple, a déployé des troupes en Somalie, ce qu'elle n'avait pas fait avant, pour le coup. C'est pas un hasard non plus si l'Égypte est très proche de l'Érythrée, historiquement, en fait. C'est un moyen d'embêter les Éthiopiens, hein, pour le dire assez franchement, pour le coup. Et du coup, quand on réfléchit à cette rivalité sur les eaux du Nil, il faut toujours avoir en tête, quelque part, qu'il y a aussi les questions liées à la mer Rouge, qui sont un enjeu pour les deux pays, pour différentes raisons. Merci, c'était très intéressant. Et je propose de poser deux questions, une pour Manon et une pour Wahel. Et après, on ouvre pour poser des questions. Et voilà. Je propose de garder un peu ta salive, Wahel, et de commencer avec Manon, vu que tu as pas mal parlé là. Je vais boire un peu. Du coup, la première question, c'est pour Manon, sur le plan de la coopération. Quelle piste, ça peut aller dans toutes les directions, hein, institutions ou des échanges bilatéraux ou multilatéraux, pourrait construire une gestion partagée ou une médiation crédible pour enfin résoudre ce conflit et ces tensions? Alors, donc, quelle piste pour la coopération et une gestion partagée ou une médiation crédible? Euh, pour répondre à ta question, je pense que, en fait, déjà, on peut revenir un peu sur justement les négociations passées, comment elles se sont passées, parce que ça peut nous donner peut-être des pistes de réflexion sur l'avenir et sur la façon dont ça peut évoluer. Pour caractériser les négociations, elles ont été difficiles entre l'Éthiopie et l'Égypte. Donc en particulier, moi, je m'intéresse vraiment à la période post-2013.
Merci à Well d'avoir rappelé l'épisode effectivement de, par exemple, la menace militaire qui a été brandie en 2013. C'est quelque chose qui aujourd'hui, par exemple, est assez peu envisagé. Je te rejoins là-dessus, Well. Et comme tu dis, c'est quelque chose qui n'est pas à exclure. Mais en fait, étant donné les intérêts économiques en jeu, c'est une option qui est très peu probable, dans la mesure aussi où l'Égypte n'a pas que le barrage de la Renaissance comme préoccupation à l'heure actuelle, puisque le pays est entouré de crises, que ce soit à Gaza, que ce soit au Soudan, que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye. En fait, il y a énormément de dossiers régionaux sur lesquels l'Égypte est engagée. Donc, il y a une diplomatie qui est très proactive, à la fois une diplomatie traditionnelle et une diplomatie plus sécuritaire, où des acteurs sécuritaires sont engagés sur ces dossiers-là. Donc, comment voir un petit peu la gestion à venir? C'est assez compliqué d'envisager, en tout cas, des négociations dans un cadre fixé, puisque ça a déjà été tenté, notamment pour revenir tout à l'heure sur l'accord de 2010 dont on parlait. Donc l'accord cadre, qu'on appelle souvent donc le CFA. Cet accord qui a été signé par 6 pays et ratifié dernièrement, ce qui a produit son entrée en vigueur l'année dernière. Suite à cet accord, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan se sont mis à la table des négociations et ont essayé de trouver des solutions justement qui conviennent aux uns et aux autres, en faisant appel à différents types d'experts et d'expertise. Donc ils ont recouru à la fois à des comités d'experts indépendants pour pouvoir intervenir, soit de la Banque mondiale, soit d'autres organisations internationales. Ils ont aussi eu recours, et ça c'était des demandes de l'Égypte très fortes, de demander le soutien de la Banque mondiale, ce qui a été refusé par l'Éthiopie pour différentes raisons, mais notamment puisque la Banque mondiale avait refusé de participer au financement de la construction du barrage en 2011, quand l'Éthiopie a fait ces demandes-là, dans le contexte de la révolution égyptienne. Tu faisais bien de le rappeler, Well. Mais moi, je voulais remettre aussi l'accent sur le côté historique de tous ces projets de barrage, pour bien, parce que c'est un argument qui est souvent mobilisé aussi par les autorités égyptiennes pour dire que ça a été un moment déstabilisateur 2011 et ça a été une opportunité pour l'Éthiopie de proposer à ce moment-là le barrage, la construction du barrage. Mais il ne faut pas oublier que ça datait pas du début d'année 2011 et de la chute de Moubarak et que voilà, c'est antérieur. Mais tu as raison de le rappeler puisque ça intervient dans ce moment-là, ce qui fait qu'au niveau de la diplomatie égyptienne, il y a des branches qui sont assez opposées sur ce qu'il faut faire à ce moment-là par rapport au barrage en Éthiopie. Et donc, il y a une sorte un peu de capharnaüm qui découle aussi sur les diplomates. Ça va être beaucoup de négociations, de discussions en interne pour savoir ce qu'il faut faire par rapport à ce barrage. Et ce qui peut être interprété, du coup, à l'aune de la position égyptienne, ça a été un moment compliqué de négociation, puisque les acteurs n'étaient pas stables en Égypte pour discuter d'un sujet qui, lui, pour le coup, allait prendre des proportions de long terme, puisque, on l'a vu, c'est 14 ans de construction et des décennies à venir de production d'électricité et potentiellement comment dire, d'impact sur le débit du Nil, qui dépend désormais en fait de l'Éthiopie en fonction de la façon dont elle va s'occuper de l'ouverture ou non du barrage. Ouais, elle a bien réexpliqué là-dessus sur le fonctionnement du barrage. Donc, suite à cet accord de 2010, il y a eu un accord cadre qui a été signé en 2015 entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Première tentative d'accord, mais qui en fait n'a pas donné grand-chose, puisque chacun défend des droits qui lui paraissent inaliénables. C'est-à-dire que l'Égypte défend un droit qui pour elle est non négociable, c'est-à-dire le droit à sa survie par l'apport en eau qui lui a été réservé jusque-là, qui a permis de développer l'agriculture telle qu'elle est développée aujourd'hui en Égypte. Donc une des solutions, ce sera peut-être aussi de sortir de ce modèle exclusivement centré sur l'apport de l'eau du Nil. Et par exemple, sur ces questions-là, il y a beaucoup de projets en Égypte d'usines de dessalement, par exemple, qui viennent justement essayer de voilà, de contrebalancer ce manque potentiel d'eau à venir, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'estimations qui sont véritablement comment dire, effectives, puisque c'est que des projections. Et donc, ça dépend de beaucoup d'éléments, et notamment des pluies, des sécheresses.
etc. L'Égypte, d'ailleurs, reproche aussi à l'Éthiopie de ne pas avoir voulu négocier sur les mécanismes à mettre en place en cas de grande sécheresse, ce qui arrive assez souvent en Égypte, et ouais, l'a rappelé, mais c'est un pays où il pleut très peu. Donc en fait, il y a beaucoup d'éléments qui échappent totalement aux acteurs et qui fait que à mon avis, c'est un peu au jour le jour et mois par mois que vont se dessiner les négociations à venir dans le cadre de la gestion du barrage. Parce que maintenant, il n'est plus question de la construction. Les turbines, elles sont quasiment terminées. Il n'est plus question non plus du remplissage. Donc, les seules questions, c'est des questions de comment va être géré le barrage aujourd'hui en cas de sécheresse, en cas de pluie. Il y a aussi eu des événements récents d'inondations, par exemple au Soudan, des inondations très fortes mais qui en fait est un phénomène qui revient annuellement, mais des inondations également dans le sud de l'Égypte. Et par exemple, on a pu lire beaucoup d'articles de presse, notamment de presse gouvernementale, qui imputaient les inondations qui sont arrivées dans le sud justement à la construction du barrage et à la mauvaise gestion des Éthiopiens du débit du Nil. Donc voilà, c'est assez dur d'imaginer dans quelle mesure ils vont réussir à trouver un accord, dans la mesure où ce qui a déjà été mobilisé auparavant, donc je le rappelais, les experts internationaux, mais aussi l'enceinte de la Ligue arabe, par exemple, où il y a aussi une division des pays, même s'il y a un soutien majoritaire pour l'Égypte. Voilà, ils ont essayé de mobiliser la Ligue arabe, l'Union africaine, qui est aussi beaucoup impliquée sur le dossier. Au sein de ces pays, il y a la Tunisie, par exemple, qui est un pays qui est plus impliqué que les autres sur ce cas-là. Et puis les Nations Unies. Mais sachant qu'aux Nations Unies, au Conseil de sécurité en particulier, les pays ne veulent pas trop se prononcer sur ce sujet. Parce que, en fait, des questions comme ça de partage de l'eau, et ce que Wael appelait les guerres de l'eau, mais de partage de l'eau au niveau des frontières, évidemment, ça ne concerne pas que l'Égypte et l'Éthiopie, c'est un sujet qui est plus global et qui fait référence à de nombreux conflits pour lesquels le Conseil de sécurité est déjà appelé à se prononcer aujourd'hui. Et donc, le Conseil de sécurité ne veut pas créer de précédent et remet vraiment la responsabilité sur les organisations régionales. Et si vous lisez les différentes déclarations qui ont été produites par le Conseil de sécurité des Nations Unies ces dernières années, ce qui est vraiment mis en avant, c'est justement la nécessité d'avoir une gestion et une médiation qui soit faite à l'échelle régionale, c'est-à-dire par l'Union africaine, qui est peut-être l'organe qui sera le plus compétent pour pouvoir le faire, la Ligue arabe dans une moindre mesure, et les mécanismes de coopération économique de la région de l'Est africain. Bonjour, bonsoir. Ok, donc je demandais, enfin de façon un peu technique, mais est-ce que les craintes de l'Égypte sont justifiées? Est-ce que vraiment elle s'expose à une réduction importante du débit du Nil? Moi, ce que j'avais compris, c'était que c'est surtout le remplissage qui était problématique, parce que là, ça allait fonctionner de grandes quantités d'eau, mais de toute façon, une fois que le barrage va fonctionner, enfin, l'Éthiopie va devoir relâcher chaque année de l'eau, donc parce que le barrage se remplit, et une fois qu'il est plein, il faut relâcher l'eau. Donc, enfin, quels sont concrètement les problèmes qui se posent pour la gestion? Est-ce qu'on peut en parler plus en détail, s'il vous plaît? Merci. Je pense que je peux prendre ta question aussi, peut-être, et faire un Oui. bloc. Du coup, ma question, ça serait sur le plan technique. Du coup, aussi une question technique. Tu as deux questions techniques maintenant. Quelles sont les incertitudes, du coup aussi climatiques, qui pourraient changer les scénarios de partage de l'eau du Nil? Oui. Alors, ça rejoint totalement la question de Justine. Là, sur le camembert que vous voyez en haut à droite, en fait, il y a 85 milliards de mètres cubes d'eau au total. Pour les eaux du Nil, c'est le débit annuel moyen. C'est pas aussi évident que ça de calculer ce débit. Enfin, ça n'a pas été aussi évident que ça, parce que l'une des caractéristiques du Nil par rapport à d'autres fleuves, c'est qu'il est très irrégulier d'une année sur l'autre. C'est pas, enfin, comme tous les fleuves, il y a des périodes de crue, de sécheresse, mais dans le cas de l'Égypte, le phénomène est plutôt interannuel que intersaisonnier, en fait. La difficulté, elle est là. Et donc ça, c'était un enjeu très compliqué. C'est pour ça que là, vous avez Alors, je réponds, c'était sur le risque pour l'Égypte. C'est pas que le remplissage, c'est aussi en période de sécheresse, en fait. Donc, en fait, le problème est amené à se reposer de manière assez répétitive. Mais c'est vrai que l'intérêt de l'Éthiopie, puisque c'est un barrage, au départ, en tout cas hydroélectrique, la crainte de l'Égypte, c'est que ça devienne autre chose que hydroélectrique, donc que ça soit pas juste un prélèvement de l'eau, mais une consommation de l'eau. Mais c'est vrai que l'Éthiopie, son intérêt, c'est quand même de relâcher de l'eau chaque année pour faire fonctionner son barrage. Mais c'est donc à la fois les problèmes techniques qu'avait évoqué Manon, c'est-à-dire en fait sur la gestion globale, parce que les moments aussi où les eaux sont relâchées d'un coup ou pas, ça a une implication sur le Soudan et l'Égypte en termes de gestion.
Donc il y a ce problème d'une année sur l'autre. En fait, pour l'Égypte, parce qu'il y avait des discours aussi qui expliquaient qu'un barrage en Éthiopie était plus intéressant pour l'Égypte en termes de gestion de l'eau. Il fait moins chaud qu'au niveau du lac Nasser, etc. Mais la question, elle est pas qu'une question hydrique au sens de gestion optimale de l'eau, c'est une question politique en fait. Pour l'Égypte, l'enjeu c'est de contrôler son approvisionnement en eau en fait et de ne pas être dépendant de notre pays parce que ça a été les traités qu'on a évoqués de 1929 et de 59, la crainte de l'Égypte, c'est que l'eau soit utilisée comme une menace en fait, un moyen de pression sur sa politique étrangère ou interne en fait. Donc ça, c'est pour répondre à la question de la sécheresse sur les enjeux du dérèglement climatique et des incertitudes qui sont liées à ça. Alors, le- la- l'estimation du débit annuel moyen du Nil, elle a été faite il y a 100 ans et on ne pensait pas forcément à des changements pareils. Mais du coup, le traité de 1929 et celui de 1959, c'est pas un partage de l'eau en termes de quantité relative, mais c'est en termes de quantité absolue. Comment se passent les choses? S'il devait y avoir une diminution, bah, ça diminue les parts respectives de l'Égypte et du Soudan. S'il y a une augmentation, selon les traités de 59, en fait, les deux se partagent l'eau qui est récupérée. Donc, vous avez aussi, dès le traité de 59, une politique pour augmenter l'approvisionnement en eau de ces deux pays, notamment à travers des projets sur le Nil Blanc. Donc, c'est le fameux canal de Jonglei qui a été arrêté à cause de la guerre civile au Sud-Soudan, pour en fait dévier les eaux du Nil et éviter le marais des Suds, où vous avez beaucoup d'eau qui s'évapore. Mais en fait, on est resté sur cette logique-là, sur une logique de augmentation de la capacité en eau, de, de traiter avec des quotes-parts qui sont absolues et pas relatives. Donc, s'il y a une augmentation de l'eau, ça ne va pas augmenter les quotes-parts. Il faudra soit le Soudan et l'Égypte diront, bah, enfin, là c'est quand même probable vu la situation, mais dans les années 50, l'idée, bah, c'est qu'ils se répartissent l'eau, soit ils renégocient avec les autres pays. Mais les estimations sont très compliquées à avoir sur ce qui va devenir des eaux du Nil. C'est plus vraisemblable que ça diminue que ça augmente avec le dérèglement climatique. Et ça a d'autres conséquences un peu plus compliquées. Euh, voilà, je pense que j'ai déjà répondu à des questions assez rapidement, mais on pourra y revenir si j'ai oublié quelques petites choses. Peut-être un dernier élément sur la carte que je partage. Vous voyez par exemple les eaux inutilisables. Donc en fait, ces eaux inutilisables, c'est les eaux qui s'évaporent dans le lac Nasser en fait. Mais les traités traités de 1959 reposent sur l'idée qu'elles sont inutilisables pour tout le monde en fait. C'est pas des eaux qui sont perdues par l'Égypte. Donc l'Égypte a plus d'eau en réalité que ce qui se passerait dans un traité plus classique en fait. Merci beaucoup. Manon, tu veux ajouter quelque chose? Alors oui, bah du coup, ouais, a dit un petit peu ce que je voulais dire, mais effectivement, pour répondre à la question de Justine, le moment où c'était le plus crucial, c'était pendant le remplissement du barrage. Cette question du débit des eaux et qui pouvait être affectée. Mais comme l'a rappelé Well, le seul enjeu aujourd'hui, c'est en période de sécheresse. C'est une question politique. Donc, la crainte de l'Égypte, c'est est-ce que l'Éthiopie va activer ce levier, sachant qu'il y a d'autres dossiers qui sont en jeu entre l'Éthiopie et l'Égypte, ça, c'est pas simplement ce barrage. Mais si, par exemple, il y avait un désaccord sur un autre dossier, l'Égypte redoute en fait que l'Éthiopie s'en serve comme un levier pour justement faire plier l'Égypte sur une autre négociation en disant, voilà, on peut retenir plus d'eau que celle dont vous avez besoin si on est dans une période de sécheresse très grande. Et ce qui est en fait revendiqué depuis des décennies par l'Égypte, c'est ça, c'est le pouvoir d'action des pays qui seraient situés en amont de l'Égypte par les constructions des barrages. Après, si on peut un peu relativiser cette crainte, c'est le fait que je peux peut-être vous repartager 2 secondes donc la carte. Euh, mais c'est qu'en fait, sur le Nil, alors je sais pas si vous la voyez, ouais. Sur le Nil, il n'y a pas, c'est pas le seul barrage qui est présent en amont. Donc, on a le barrage d'Assouan que vous voyez qui est au sud de l'Égypte, qui est le grand barrage d'Assouan. Mais avant cela, en fait, il y a déjà plusieurs barrages. Alors, évidemment, qui n'ont pas l'ampleur du barrage de la Renaissance, mais dont des barrages qui se situent au Soudan, par exemple, ou en Ouganda. Et jusque-là, il n'y a jamais eu
on va dire, de différent à ce sujet-là. Donc, peut-être pour relativiser un peu. Après, voilà, c'est la première fois qu'il y a un barrage en Éthiopie. On sait que les relations entre l'Égypte et l'Éthiopie ne sont pas du tout celles qu'elles sont entre l'Égypte et l'Ouganda, par exemple. Donc, effectivement, pour l'instant, en fait, on repose sur assez peu de certitudes et simplement sur des projections à partir de ce qui a été fait jusque-là. Et donc, est-ce que c'est une crainte qui est justifiée, qui va se justifier dans les mois, années à venir? Encore une fois, je pense que voilà, c'est assez peu prédictible. Mais en tout cas, il y a quand même une marge de négociation, enfin une marge d'action de l'Éthiopie par rapport à ce barrage. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une possibilité d'obstruction, une possibilité en tout cas de mise à mal de l'afflux en eau en Égypte. Ça, c'est certain. La question aussi, c'est est-ce que l'Éthiopie a intérêt à provoquer un conflit à cette échelle-là, sachant que l'Éthiopie s'engage aussi dans une politique un peu hégémonique dans la région et justement de demande de confiance de la part de ses partenaires. Donc, on peut s'imaginer que l'Éthiopie a tout intérêt à respecter des mécanismes justement de respect des périodes de sécheresse, quand bien même, encore une fois, l'Éthiopie n'a toujours pas accepté de répondre aux demandes de l'Égypte sur ces questions-là. Donc, est-ce que c'est un levier qui se garde un petit peu sous la main, ou est-ce qu'il compte véritablement le mettre en œuvre, ou pas du tout? Voilà, enfin, encore une fois, je pense qu'il y a assez peu de certitudes dessus, mais c'est pour vous donner quelques éléments un peu de réflexion sur le sujet. Si je peux répondre, Mara, peut-être, enfin rebondir pour le coup, c'est que effectivement, l'enjeu pour l'Éthiopie aussi, c'est de ne pas apparaître comme un État agressif avec ses partenaires. Il y a, l'Éthiopie est considérée comme le château d'eau de l'Afrique de l'Est. Il y a d'autres bassins, d'autres fleuves qui ne sont pas liés au Nil qui irriguent les autres pays. Donc, je pense aux fleuves qui vont en Somalie. Alors, la Somalie est un État failli, donc c'est très compliqué. Mais l'Éthiopie a aussi des barrages sur ces fleuves-là. Donc, l'Éthiopie n'a pas une position aussi facile à appliquer. Elle a aussi des affluents qui vont sur le Nil Blanc au Sud-Soudan. Donc, ça peut aussi effrayer ses voisins. Donc, ses voisins ne sont pas non plus dans un soutien inconditionnel à l'Éthiopie. Et sur le barrage en essence lui-même, Manon l'avait évoqué, c'est des projets très anciens. Notamment, celui-ci était dans des plans enfin, d'aménagement des années 60. Il faut savoir qu'avant qu'il s'appelle Renaissance, il s'appelait le barrage du millénium, enfin du millénaire. Et avant ça, il s'appelait le barrage Border, dans un plan qui était proposé à l'Égypte, au Soudan et à l'Éthiopie. Donc en fait, il y a eu un moment où il y aurait pu avoir une possibilité de coopération régionale, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place l'IBN et la Banque mondiale et d'autres acteurs, que l'Égypte n'a pas saisi, mais pour les questions aussi dont on parlait, c'est-à-dire d'avoir un contrôle sur son approvisionnement en eau et de ne pas quelque chose qui n'était pas négociable. D'où aussi ce que décrivait Manon, c'est-à-dire qu'au sein de l'appareil d'État égyptien, il y a deux attitudes entre coopération ou pas. C'est assez. Euh, en fait, quand il y a eu la chute de Moubarak, c'était un dossier très compliqué à gérer, en fait, parce que personne ne savait exactement quelle direction prendre absolument. On peut Ouais. peut-être mettre toute cette discussion un peu dans le contexte actuel de ce qui se passe au Soudan. Vous avez aussi évoqué que le Soudan a changé son positionnement pendant les différentes périodes. Et du coup, la question sera un peu, qui bien sûr, on ne sait pas encore c'est quoi, enfin, c'est quoi la finalité de ce qui se passe en ce moment au Soudan, mais est-ce qu'on peut peut-être avoir différents scénarios et aussi, bien sûr, comment ça va affecter cette relation entre les trois pays? Alors, vaste question et très compliqué de pouvoir y répondre. Mais je peux peut-être revenir du coup sur ce que je connais un peu mieux, c'est-à-dire sur la période de transition entre Omar el-Béchir et aujourd'hui ce qui se passe. Euh, donc, les gouvernements, la politique étrangère de l'Égypte vis-à-vis du Soudan, elle a été assez linéaire pendant les dernières décennies, et notamment pendant la dictature d'Omar el-Béchir, qui a duré 30 ans. Donc en fait, c'est des temporalités très longues où la présidence de Moubarak, par exemple, en Égypte, a duré à peu près la même période. Donc c'est des temps longs sur lesquels les politiques étrangères peuvent reposer et se dérouler d'une façon assez continue.
Et dans cette idée-là, la position du Soudan sur l'Égypte n'était pas du tout celle qu'elle est aujourd'hui, dans le sens où Omar el-Béchir et Moubarak n'étaient pas forcément des présidents qui s'entendaient particulièrement bien. Enfin, je dis, c'est pas un secret, c'est de notoriété publique. Omar el-Béchir voyait plus la possibilité d'un barrage comme une possibilité, comme je disais tout à l'heure, de production et d'importation d'électricité dans le pays qui pourrait servir la population et lui redonner un peu, redorer son blason, on va dire, en politique intérieure. Donc c'était un enjeu qui était assez important à ce moment-là de ce point de vue-là. Et aussi dans l'idée peut-être de justement, on parlait un petit peu de ces leviers de négociation, mais c'était aussi un levier de négociation vis-à-vis de l'Égypte, puisque l'Égypte commençait à avoir une position assez proactive sur ce sujet-là pour pouvoir influencer les décisions à venir au sujet de ce barrage. Et en fait, ça date pas de 2011, le fait que l'Égypte veuille influencer les pays de la région au-delà du Soudan sur ce projet-là, puisque encore une fois, c'est des projets qui datent et qui sont connus par les Égyptiens. Et donc, à la chute de Omar el-Béchir, il y a eu ce gouvernement de transition qui a été mis en place. Et parmi les éléments qui font que, on peut dire aujourd'hui que l'Égypte a soutenu la solution militaire, dans le sens où c'était un gouvernement qui était composé pour moitié de civils et pour moitié de militaires. L'Égypte a plus poussé pour que ce soit une majorité de militaires qui soient au pouvoir dans ce gouvernement de transition, notamment pour avoir comment dire, un interlocuteur en face, donc au Soudan, qui soit un peu orienté sur les mêmes réflexions par rapport au Nil et le fait que le Nil est une question de sécurité nationale. Et donc, il y a un peu eu cette volonté de l'Égypte de calquer quelque part ce discours de la sécurité nationale vis-à-vis du Nil au Soudan, en soutenant notamment un gouvernement militaire. Alors, il n'y a pas du tout que ça qui explique le soutien de l'Égypte au gouvernement militaire soudanais qui s'est mis en place et qui, ensuite, donc, suite au coup d'État de octobre 2021 au Soudan, donc c'est Al-Burhan qui était ministre de la Défense qui devient, qui gouverne le pays. Et les relations à ce moment-là entre Al-Sisi et Al-Burhan sont des relations très cordiales. Il y a eu de nombreuses visites officielles entre les deux pays et surtout à des niveaux présidentiels, mais beaucoup aussi de rencontres bilatérales avec des diplomates, des fonctionnaires du ministère de l'Irrigation, de la Défense, etc. Donc les relations à ce moment-là se sont réchauffées, si on peut utiliser des termes un peu plus géopolitiques. Mais voilà, les relations se sont plutôt réchauffées à ce moment-là et Al-Sisi encourageait ce gouvernement-là, notamment parce qu'il il légitimait sa position sur la question du barrage. Et donc, depuis 2021, la position soudanaise est davantage pro-position kérote égyptienne. Toutefois, voilà, depuis avril 2023, donc il y a une guerre qui a lieu au Soudan, une guerre civile, avec l'envahissement. Donc en avril 2023, c'était le 15 avril, je crois, de Khartoum et de différentes villes du Soudan par les forces de sécurité rapide, qui étaient des anciens combattants de Janjaweed, qui avaient combattu notamment au Darfour et commis des atrocités qui sont condamnées par les cours internationales et sur lesquels voilà, des crimes de guerre potentiellement ont été commis et sont en train d'être jugés. Donc voilà, dans ce contexte-là, c'est très compliqué. Enfin, en tout cas, pour être très clair, le sujet du barrage n'est pas évidemment un sujet prioritaire. Et donc, voilà, par rapport à la question, Mara, que tu posais sur qu'est-ce qui peut se passer, franchement, j'ai assez peu d'idées là-dessus. Parce que je pense vraiment que c'est un sujet qui n'est pas spécialement à l'ordre du jour aujourd'hui, étant donné enfin, voilà, étant donné la guerre civile que connaît le Soudan, le fait qu'il y a beaucoup aussi d'élites soudanaises qui ont quitté le pays. Beaucoup se sont réfugiés dans un premier temps dans d'autres villes que la capitale, par exemple, à Port-Soudan. Beaucoup ont quitté le Soudan, se sont réfugiés dans des pays voisins ou en Europe, aux États-Unis, etc. Donc c'est assez difficile de savoir. Et puis aussi, voilà, il y a énormément de victimes, enfin, il y a énormément de morts.
Donc voilà, c'est difficile de pouvoir se projeter sur cette question. En tout cas, je m'avancerai pas là-dessus. Alors, moi, je vais peut-être aller sur un aspect plus historique, du coup, pour un peu replacer la position du Soudan, et il y a quand même des formes de continuité. Euh, mais avant de reparler, du coup, en fait, de la négociation sur le traité de 59, en fait, qui a été très compliqué entre l'Égypte et le Soudan, justement. Peut-être aussi, euh, l'Égypte, sa sécurité nationale, en fait, elle va sur tout le bassin, jusqu'en Éthiopie, sur tout le bassin du Nil, en fait. Euh, faut pas oublier que le Soudan, avant d'être un condominium, c'est-à-dire un État sous co-souveraineté anglaise et égyptienne, ça faisait partie du royaume d'Égypte. L'Égypte avait conquis ce territoire. En gros, il y avait des sultanats, mais le Soudan n'avait jamais existé en tant que tel comme État avant. Au moment de l'indépendance, donc euh, au moment où il y a aussi le traité de 1929, la crainte des Égyptiens, c'était aussi une séparation avec le Soudan, notamment pour ces questions liées à l'eau du Nil. Donc l'un des slogans nationalistes dans les années 20, c'était One River, One Valley, One Country. Donc l'idée d'une séparation avec le Soudan était très désagréable. Euh, Ça a été un enjeu important, ça a structuré la vie politique soudanaise aussi, plus que la vie politique égyptienne probablement. Parce que en fait, la décolonisation du Soudan, il y avait un double enjeu, c'était par rapport aux Britanniques et par rapport aux Égyptiens en fait. Donc il y avait un parti pro-égyptien et un parti plutôt indépendantiste, pareil, qui était lié en fait à des conflits historiques plus anciens, sur lesquels je pourrais répondre si des questions se posent, mais qui sont pas plus importants que ça pour comprendre la question de l'eau. Et du coup, quand on arrive en 1950, dans les années 50 en tout cas, quand se pose la question de la séparation de l'Égypte et du Soudan, il y a la question des négociations sur les eaux du Nil, en fait. Parce qu'on a un traité de 1909 qui donne des cotes-parts qui ne sont pas celles d'aujourd'hui, j'ai oublié les chiffres, mais du coup, ça ne permet pas de remplir le projet du haut barrage d'Assouan. Donc l'idée pour l'Égypte était de refaire un accord pour augmenter sa part en eau. Le Soudan avait en fait comment dire, une position intermédiaire entre l'Égypte et l'Éthiopie, où sont les sources d'eau. Et donc a toujours essayé de jouer de sa position pour obtenir plus de l'un, plus de l'autre. À un moment, le Soudan s'est plutôt tourné vers l'Éthiopie, et puis l'Égypte a réussi à faire plus pression, avait une capacité aussi, un rayonnement qui était plus important qu'aujourd'hui, a réussi à construire son barrage, et du coup a embrigadé le Soudan sur un accord qui était plus favorable à l'Égypte qu'au Soudan. Mais le Soudan est en fait un partenaire un peu particulier parce que il bénéficie du traité de 59 et en même temps, il a un peu perdu la négociation en 1959. Donc, renoncer au traité de 59, il pourrait y perdre aussi beaucoup. Enfin, en tout cas, ça le mettrait dans l'incertitude. Mais tout ça pour dire que le Soudan a une position un peu compliquée en fait entre l'Égypte, euh, qui était l'État historiquement le plus puissant de la région, et puis l'Éthiopie, d'où venaient les sources d'eau. Il y a un commentaire de Iremo. Il y a vraiment un risque d'escalade armée et quelles seraient les possibles actions militaires de l'Égypte ou du Soudan et une éventuelle riposte éthiopienne? Finalement, quelle forme pourrait avoir une éventuelle confrontation armée, du coup, autour de militarisation du conflit? L'Égypte n'est pas frontalière de l'Éthiopie, donc c'est pour ça aussi qu'elle a un besoin du Soudan comme partenaire fiable. Et en 2011, c'était notamment le problème, c'est qu'en fait, malgré l'accord de 59, le Soudan n'était pas du tout dans son camp. Donc c'était très compliqué pour l'Égypte. L'Égypte est à peu plus de 1000 kilomètres quand même, la frontière égyptienne du barrage en essence. Donc c'est compliqué si elle n'a pas le soutien du Soudan. Euh, L'Égypte, depuis 2013, quand même, achète de l'armement, à la France notamment, des Rafales. Euh, En fait, souvent, c'est des questions de menaces et la réalité n'est pas forcément aussi proche, mais c'est quelque chose qu'on peut entendre dans les discours, en fait. Le fait de bombarder, on a acheté des Rafales, c'est des très bons avions. Enfin, il y a une espèce de jeu là-dessus, pour le coup. Du côté des Éthiopiens, on prend quand même au sérieux la menace de déstabilisation sur le barrage. C'est une zone avec quand même des forces de sécurité qui protègent. D'ailleurs, comme l'est le barrage d'Assouan en Égypte, hein, c'est pas une zone qui est complètement civile. C'est une infrastructure majeure en fait. Euh, Après, bah, c'est un peu ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'est que il y a l'Érythrée qui est un peu une épine dans le pied de l'Éthiopie que l'Égypte soutient. Et pareil, c'est aussi quelque chose de structurel dans la politique égyptienne d'avoir soutenu l'Érythrée.
L'Érythrée, pour redonner un contexte historique, le pays est né de la colonisation italienne qui s'est arrêtée à cette région-là et qui a échoué devant l'Empire éthiopien de l'époque. Et du coup, il y a une espèce de rivalité assez forte entre l'Érythrée et l'Éthiopie, qui se cumulent à des problèmes, des problèmes interethniques aussi, sur lesquels je ne m'étendrai pas parce que je ne les connais pas assez bien. Donc ça, c'est le premier élément. Donc l'Égypte. Alors oui, après la Seconde Guerre mondiale, quand les Anglais chassent les Italiens d'Éthiopie, l'Éthiopie récupère l'Érythrée comme une province autonome et puis finalement complètement annexée. C'est ce qui va notamment entraîner la guerre civile qui va arrivé à la chute du régime du Derg, donc c'était le régime communiste qui avait succédé à Haïlé Sélassié, plus d'autres problèmes. Donc l'Éthiopie est quand même un pays avec différentes ethnies, des conflits compliqués à gérer, et l'Érythrée est un peu l'illustration de ça. Et donc je ne reviens peut-être pas sur la Somalie, en fait, bon voilà, c'est un État failli, mais le fait que l'Égypte envoie des troupes de sécurisation en Somalie, c'est aussi un message envoyé. C'est pas forcément une menace réelle militaire depuis la Somalie. D'ailleurs, ce serait probablement un peu compliqué, mais c'est plus de l'ordre de la menace. Et comme tous les États dans la région jouent de ce genre de menaces qui parfois ne sont pas forcément très proches de la réalité. Oui, bah pour rebondir et aller dans le sens de Well, bah, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, effectivement, dans les différents scénarios possibles de médiation, de sortie de crise par rapport à la construction effective de ce barrage sur laquelle l'Égypte ne peut plus revenir maintenant. Les options militaires, donc encore une fois, elles sont assez, pour l'instant, elles sont estimées comme n'étant pas vraiment, voilà, enfin le pourcentage de chance pour que ça arrive est assez faible. Néanmoins, là où il y a peut-être une inquiétude qui existe aujourd'hui, c'est sur ce dont parlait Wael, déjà d'une part le fait que l'Égypte ait déployé des troupes en Somalie et qu'il y ait ces accords d'armement qui aient lieu, qu'il y ait de la livraison d'armes. Mais ce qui s'explique aussi pour la Somalie, parce que au-delà du barrage de la Renaissance, en fait, l'Éthiopie donc n'a plus d'accès à la mer et cherche à avoir un port en mer Rouge, pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Wael. Et donc la Somalie craint aussi que justement l'Éthiopie essaie d'obtenir cet accès, et notamment via un port qui est situé dans le Somaliland. Et c'est dans ce contexte-là aussi que ces livraisons d'armes peuvent être inquiétantes, pas seulement par rapport à la question du barrage. Et aussi par rapport à ces pays, donc l'Érythrée et la Somalie, il y a eu une rencontre qui a eu lieu il y a quelques mois, je me souviens plus exactement quand. Je crois que c'est en début d'année, mais justement entre l'Égypte, l'Érythrée et la Somalie, pour signer une sorte d'accord de coopération qui est assez vague dans les termes qui sont employés. Mais en tout cas, ça intervient à un moment donné où l'inauguration du barrage était proche et où effectivement il y a, je pense, peut-être pour compléter la réponse que j'ai faite tout à l'heure à Mara sur quel avenir envisager par rapport à la médiation sur la suite de la gestion du barrage. En fait, c'est soit l'Égypte se plie à ce qui, voilà, au fait accompli de le barrage est construit, et en fait, l'Égypte a tout intérêt à prendre ce fait-là comme quelque chose qui est acté, et donc à plus essayer d'influencer les États pour qu'ils rejoignent sa cause, et notamment dans ce que l'Égypte soutient auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir les mécanismes à mettre en place de protection en cas de sécheresse dont je parlais tout à l'heure. Soit, une autre solution, ça peut être celle, plus, vindicative, effectivement, de créer des alliances, dans la région qui soient un peu plus, qui soient, voilà, plus de l'ordre de la dissuasion. Et par exemple, dans ce cadre-là, on peut interpréter cette rencontre-là entre, l'Érythrée, la Somalie et l'Égypte, de ce point de vue-là, pour dire que, voilà, ces États s'engagent à resserrer leurs liens de coopération, militaire, économique, culturelle, et cetera. Justement dans l'idée d'entourer, l'Éthiopie, parce que, l'Éthiopie est vraiment entourée par ces pays, par la Somalie au sud, par l'Érythrée à l'est, le Soudan, à l'ouest. L'Égypte n'a pas de frontière directe avec, l'Éthiopie, donc le seul moyen qu'elle a, d'engager un petit peu, un rapport de force, ce serait soit par une intervention, aérienne, soit effectivement en déployant des troupes dans les États alliés et en comptant sur une intervention, militaire terrestre. Mais, voilà, ce qui paraît en tout cas, pas, voilà, on en reparlera peut-être d'ici quelques mois, et j'espère pas pour de nombreuses raisons, mais en tout cas, ça me paraît pas être l'option la plus viable.
la plus envisagée en tout cas. Et je pensais, dans le cas où l'Égypte arriverait dans le cas idéal où l'Égypte et l'Éthiopie et le Soudan se mettraient d'accord, et dans un cas de sécheresse, comment pourrait être géré le barrage de façon modèle? Parce que est-ce que ça pourrait pas être un avantage d'avoir justement une retenue d'eau dans un pays moins chaud en Éthiopie en cas de sécheresse? Peut-être que l'Éthiopie du coup pourrait relâcher plus d'eau pour remplir le barrage d'Assouan. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il existe des modèles dans d'autres fleuves dans le monde de gestion partagée intéressante des ressources? En fait, il y a deux, enfin sur les deux, je vais pas aller très loin non plus, mais en fait, sur un aspect, sur les autres modèles dans le monde, c'est pas des choses comment dire, qui rassurent l'Égypte. Parce que si vous prenez par exemple le cas de la construction de barrages par la Turquie sur l'Euphrate et le Tigre, c'est quelque chose en fait où la Turquie met en avant, alors il faudrait vérifier, mais en tout cas il y a une théorie en droit qui est celle de la souveraineté exclusive. Grosso modo, le pays sur lequel tombent les eaux est est le souverain exclusif des eaux, comme sur n'importe quel autre sujet. Dans le cas de l'Irak et de la Syrie, c'est pas leur avantage. Les barrages en Turquie, c'est même un moyen de pression de la Turquie sur ces pays-là. Du coup, l'Égypte a plutôt à craindre, en fait, enfin, si elle se base sur des modèles, c'est pas des choses qui vont à son avantage. Et sur la deuxième question, c'était Sur la en- gestion des sécheresses. la gestion des sécheresses. En fait, pour l'Égypte, la gestion des sécheresses, c'est le haut barrage d'Assouan. C'est 4 années de son stock en eau, en fait, sur laquelle elle base son système hydrique. Ça a fonctionné dans les années 80. Il y avait une sécheresse abominable qui a provoqué une famine atroce en Éthiopie. Et en fait, ça marque aussi probablement en Éthiopie. Donc les Éthiopiens ont aussi des raisons légitimes aussi de se dire qu'ils ont besoin de stocker de l'eau. Mais pour l'Éthiopie, c'est pas. Pour l'Égypte, pardon, la gestion de l'eau, c'est le haut barrage d'Assouan. Et c'est un peu ce que je dis, en fait, c'est une question politique. C'est pas qu'une question de. Même si on perd 10 milliards de mètres cubes d'eau, c'est ce que j'ai expliqué sur le camembert, 10 milliards de mètres cubes d'eau sur 85 milliards de cubes d'eau annuels, c'est quand même conséquent comme perte en eau. Alors, c'est une perte en eau par évaporation et par infiltration. Mais je pense que c'est pour ça que l'Égypte, par exemple, quand il y a eu le projet de barrage Renaissance, mais qui s'appelait Border, qui n'avait pas les mêmes caractéristiques par ailleurs, a aussi refusé. C'est qu'en fait, il ne s'agissait pas pour l'Égypte de partager ce contrôle sur son approvisionnement. Là, avec la situation actuelle, puisque le barrage est construit, euh, il y a deux choses. C'est qu'en fait, l'Éthiopie en a besoin pour son énergie, et ça répond à un calendrier propre à des besoins en énergie, qui ne sont pas ceux forcément d'un calendrier agricole. Euh, Grosso modo, vous pouvez avoir besoin d'énergie en hiver pour chauffer, si on est en Europe, et d'eau en été pour l'agriculture. Donc, c'est pas les mêmes relâchés au même moment. Cela étant, entre l'Égypte et l'Éthiopie, il y a quand même un mois de. Enfin, il faut plusieurs semaines pour que l'eau arrive en Égypte, donc ça donne quand même des marges de manœuvre pour. Enfin, si on met de côté la question du Soudan, mais ça donne des marges de manœuvre pour l'Égypte pour gérer un peu cette arrivée-là. Mais c'est un peu une inconnue quand même, cette question de comment on va faire. Ça dépend de combien de temps dure la sécheresse. Ça peut durer plusieurs années. Et ça peut être des sécheresses très violentes. Euh, donc ça joue aussi là-dessus. D'accord, merci. Merci beaucoup. J'ai deux petites autres questions. Je pense une, elle est très rapide. Peut-être la deuxième, elle est un peu plus large. La première est que on a déjà parlé des acteurs en dehors des trois acteurs qui sont mentionnés dans le titre, comme la Banque mondiale, États-Unis, Tunisie. Peut-être on peut élaborer un peu plus sur les rôles des acteurs extérieurs. Et il y a aussi, bien sûr, la Convention sur l'eau et sur Transboundary Cooperation of Water. Je ne sais pas trop comment traduire, je connais le terme juste en anglais, je suis désolée. Mais bon, voilà, l'Égypte n'est pas un membre, mais est-ce que vous pensez que par une promotion ou une visibilité plus grande et peut-être par une adhérence des États, on pourrait aussi
résoudre ce conflit, ou on peut trouver des remèdes pour ce conflit? Déjà, peut-être pour commencer sur la deuxième question, mais qui en fait va faire sens avec la première sur les acteurs extérieurs. En fait, il faut savoir que l'Égypte mène quand même une politique assez intensive de justement alors de verdisation, on va dire, de sa politique intérieure et de sa politique, pardon, industrielle. Le Caire a été le pays d'accueil de la COP27 en 2022. Et ça a été un moment assez important dans sa politique étrangère aussi, puisque en fait, ça a été l'occasion de mettre en avant le fait que le pays voulait se positionner sur les énergies vertes, sur le gaz liquéfié qui était déjà utilisé, notamment grâce aux usines de liquéfaction qui se trouvent au nord du pays avec tout ce projet, effectivement, donc il y avait le projet EastMed, qui était un projet de partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne pour pouvoir transférer du gaz depuis la région du Moyen-Orient jusqu'en Europe. Mais ce projet, voilà, il est beaucoup moins d'actualité aujourd'hui pour différentes raisons, mais disons que la guerre en Ukraine n'a pas facilité les choses pour l'Égypte. Et puis aussi, il y a eu une moindre production que ce qui était attendu dans le gisement de Zorf, qui se situe en mer Méditerranée orientale, donc au nord de l'Égypte. Mais tout ça pour dire qu'en tout cas, la COP27, ça a été le moment justement de voir un petit peu la position que l'Égypte avait sur ces sujets-là. Et donc, il y a eu d'effets d'annonce. Enfin, en tout cas, je trouve, parce que j'ai eu l'opportunité de m'y retrouver en tant qu'observatrice. Et en fait, il y avait des stands qui étaient vraiment dédiés à ça, à la mise en scène, à la mise en avant de ce que l'Égypte va faire justement sur l'adaptation de son agriculture face aux vagues de sécheresse qui vont s'accentuer dans les décennies à venir, face au potentiel manque d'eau. Donc c'était quelque chose qui était présenté un peu comme un fer de lance pour l'Égypte, de dire on va pouvoir s'adapter, on va pouvoir repenser notre système agricole à ce moment-là. Et voilà, j'ai l'impression que ça n'a pas été suivi d'effets. Ouais, peut-être que tu pourras rajouter des informations là-dessus, puisque tu t'y connais beaucoup mieux sur les systèmes hydriques. Mais il y a cette première réponse. Et puis sur les acteurs internationaux qui sont mobilisés, je fais le lien parce que pendant la COP27, ça a été aussi l'occasion d'accueillir beaucoup d'États étrangers. C'est l'intérêt d'une COP aussi, c'est de favoriser son rayonnement à l'international, de se présenter comme un pays qui compte dans les négociations environnementales. Et dans les pays qui étaient présents, les pays du Golfe, par exemple, étaient très représentés, et notamment, je pense aux Émirats arabes unis et à l'Arabie saoudite, qui avaient des pavillons qui étaient très importants dans l'espace où chaque État peut avoir son pavillon, moyennant évidemment de louer l'espace. Donc, c'est des enjeux financiers assez importants. Et l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis s'étaient placés de façon voilà, assez importante dans ces espaces-là. Et c'est des acteurs qui sont très présents aujourd'hui en Égypte, notamment de par leur poids économique. Et je pense aux Émirats, je pense que pour toute personne qui est passée au Caire, qui travaille au Caire, voilà, il y a une évolution du centre-ville, de différents quartiers qui est très visible et qui est dû notamment au rachat par les Émirats de nombreux bâtiments qui soit tombaient en ruine, soit des bâtiments administratifs. Je pense au Mogamara sur la place Tahrir qui va être remplacé par un hôtel financé par les Émirats. Donc voilà. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger de ce point de vue-là. Et donc c'est pas impossible que ces acteurs-là participent aussi par la suite à soutenir d'une façon ou d'une autre l'Égypte, puisque ça va devenir aussi un enjeu financier que de pouvoir mener cette politique d'influence sur le barrage en Éthiopie. Donc, je pense que ces pays vont être amenés à avoir un rôle à jouer, même si pour l'instant, il est assez faible. Ils ont un rôle à jouer sur d'autres dossiers, mais pas sur celui-ci. Le rôle de la Tunisie, il a été important, par exemple, pour porter la voix de l'Égypte au Conseil de sécurité des Nations Unies et pour défendre justement les deux actions qui ont été faites en 2021 et 2024 pour que soit entendue la position égyptienne sur le barrage de la Renaissance, également auprès de la Ligue arabe et de l'Union africaine. C'est un pays qui a été assez actif en soutien à l'Égypte. Et puis les États-Unis et la Banque mondiale, peut-être pour en redire deux mots. Euh, la Banque mondiale, en fait, a
a attendu un peu d'avoir des garanties pour pouvoir, pour pouvoir financer potentiellement le barrage de la Renaissance au début au moment où il a été pensé en 2011. Mais il y a eu un gros lobby égyptien là-dessus, justement, qui reposait sur la menace existentielle et qui aujourd'hui est beaucoup repris, et notamment par ces instances-là. Et j'ai pas mentionné l'Union européenne, mais par exemple, l'Union européenne et l'Égypte sont en train de signer, en tout cas en train de se pencher sur des accords justement qui concernent l'eau, exclusivement le traitement de l'eau, etc. Et c'est des accords qui sont poussés de plus en plus et qui repose en fait sur tout un narratif qui est mobilisé et utilisé par l'Égypte, et notamment celui de la menace existentielle, qui participe par exemple au fait que la Banque mondiale a refusé de financer le barrage de la Renaissance, de la même façon que les États-Unis. Et on va pas revenir dans les questions de politique intérieure égyptienne, c'est pas du tout l'objet, mais en tout cas, il y a d'autres enjeux qui se sont liés effectivement à ce moment-là, au moment de la révolution, puis de la période du mandat de Morsi, puis de la période qui a suivi, qu'on peut appeler post-révolutionnaire, contre-révolutionnaire. Donc voilà, ces différents acteurs, il y a eu des circonstances qui ont fait qu'ils ont agi de la façon dont ils ont agi pendant ces années-là. Et pour la suite, en tout cas, c'est des acteurs qui ont été mobilisés par des acteurs qui étaient partis aux négociations, donc en l'occurrence l'Égypte. Donc c'est pas impossible que l'Égypte redemande à ce qu'il y ait ces acteurs qui jouent un rôle de médiateur dans les négociations. Maintenant, voilà, est-ce que l'Éthiopie va de nouveau s'opposer à ce que ce soit ces médiateurs-là qui aient un rôle euh, à suivre, affaire à suivre. Du coup, pour continuer sur ces deux questions, en fait, d'un certain point de vue, la stratégie adoptée par l'Égypte depuis la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi, qui est plutôt celle de la négociation, on pourrait estimer qu'elle a échoué dans une certaine mesure parce que l'Égypte n'a obtenu rien sur la construction du barrage, sur le remplissage et maintenant sur la gestion du barrage. Euh, et dans la presse égyptienne, il y avait des personnalités, pas qui critiquaient le président Sisi, al-Sisi, mais qui critiquaient en tout cas la stratégie employée, qui était plutôt partisan d'une approche plus forte. En fait, il y a deux pôles, hein, et entre ces deux pôles, il y a plein de scénarios possibles, notamment des anciens ministres de l'eau et de l'irrigation, parce qu'en Égypte, c'est un ministère en tant que tel qui n'est pas celui de l'agriculture, ce qui a d'autres conséquences. Mais du coup, des personnalités quand même qui s'y connaissent, qui sont souvent en plus euh, des expertes dans le domaine et qui ensuite deviennent des ministres. Donc ça, c'est sur la question un petit peu de la stratégie de l'Égypte. Sur l'influence des acteurs extérieurs, en fait, c'est très compliqué. La région a beaucoup d'enjeux très multiples qui se croisent. Et Manon parlait du rôle des Émirats arabes unis avec lesquels l'Égypte est très proche. Mais si on prend le cas du Soudan, les Émirats arabes unis ne soutiennent pas Al-Burhan. Ils soutiennent les forces de soutien rapide. Euh, donc, il n'y a pas d'alignement sur tous les sujets. C'est très compliqué à gérer. C'est très compliqué de comprendre comment vont évoluer les choses. De la même façon, l'Arabie Saoudite est plutôt proche de l'Égypte économiquement et politiquement. Mais il y a des épisodes, notamment en 2016, quelque chose comme ça, quand il y avait la question de la cession des îles en mer Rouge, donc au bord du Sinaï, de l'Égypte, Siège à Sanafir. voilà, à l'Arabie Saoudite. Euh, dans un premier temps, l'Égypte freinait un petit peu et ça a été très mal, ça a été très mal pris en Égypte, dans l'opinion publique, cette cession ou rétrocession, ça dépend comment on voit les choses. Mais à un moment où l'Égypte freinait, qu'est-ce qui s'est passé? Les Saoudiens sont allés, enfin, des représentants de l'Arabie Saoudite sont allés visiter le chantier du barrage en essence sur lequel l'Égypte n'avait pas pu elle-même aller. Donc en fait, il y a toujours c'est un peu sur les questions de dissuasion et de menace, il y a toujours ce genre de petits jeux. Et effectivement, il y a eu la COP27 en Égypte, un moment important, ça permet de réunir des gens et de faire passer un message sur les questions un message très positif, hein, quoi qu'on en pense, mais enfin, comment dire, la question est de ne pas savoir si elle est positive, mais en tout cas qui est présentée comme positive, donc la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies renouvelables, etc. L'Éthiopie, quand elle a inauguré le barrage en essence, elle a fait la même chose. Elle l'a fait à l'occasion du deuxième sommet africain sur le changement climatique. Donc, moment où il y avait du monde qui était là pour célébrer la lutte globale contre le changement climatique, mais en étant là, bah, il y avait aussi la question du barrage.
Euh, et pour compléter ce que disait Manon sur, par exemple, la politique de l'Égypte d'insister beaucoup sur la menace existentielle, sur la gestion de l'eau, l'Égypte a un système hydrique assez particulier qui est très développé. Euh, il n'y a pas très longtemps, l'AFD a annoncé, mais je crois que c'était cette semaine, hein, a annoncé une forme de partenariat ou un projet, donc l'AFD, l'Agence française de développement, sur ces questions en fait, de retraitement de l'eau. Donc je sais pas, j'ai pas regardé en détail si c'était un financement, un don, un prêt, mais en tout cas, il y a des activités sur ça. Et donc pour aller sur les questions internes de comment comment l'Égypte essaie de s'en sortir avec cette question de l'eau, vous avez une réutilisation de l'eau qui est très poussée en Égypte. Euh, en gros, tout ce qui part du haut barrage d'Assouan est centralisé dans une gestion complète par l'État. Donc vous avez des projets de réutilisation des eaux usées. Donc ça, c'est plus pour des questions agricoles, mais vous avez aussi les questions d'usines de dessalement. Mais le dessalement de l'eau, c'est moins pour des enjeux agricoles, parce que ça coûte très cher, même si le coût de l'énergie avec le renouvelable a baissé, même si le coût du dessalement a baissé. C'est plutôt une eau qu'on produit, parce que c'est quand même des quantités infimes par rapport à un fleuve. C'est une production d'eau, plus pour le développement touristique sur les bords de la mer Rouge ou de la mer Méditerranée. Euh, mais donc, le barrage en essence a été un moyen de justifier ou d'accompagner des programmes politiques, enfin des programmes d'aménagement sur l'eau qui étaient déjà quand même pensés, c'est-à-dire de réutilisation au maximum de l'eau. Mais on n'est pas dans une gestion de l'eau, on va dire, on est sur quand même un ancien modèle de gestion de l'eau, c'est-à-dire une utilisation optimale de l'eau. Et les enjeux écologiques sont assez secondaires. Donc en fait, il y a le discours qui permet de, de s'adresser à des bailleurs internationaux, à d'autres pays pour les embarquer du côté de l'Égypte. Mais en termes de gestion pratique, l'idée est plutôt un usage intensif de l'eau et parfois pour des projets qui sont quand même discutables. Par exemple, l'irrigation des terrains de golf, c'est un sujet. Enfin, c'est vraiment une marotte de parler de ça, quoi. Mais dans un pays désertique, ça pose question, en fait, quand on a des problèmes d'eau, d'irriguer des terrains de golf, en fait. Merci beaucoup pour vos deux réponses. Juste peut-être pour ajouter quelque chose, qu'il y a aussi chaque année, je pense depuis 6 ou 7 années, la Cairo Water Week. Et ça aussi, c'est un événement qui joue bien sûr sur l'agenda politique de l'Égypte pour se vendre et pour vendre ses actions sur l'eau et pour chercher aussi des coopérations. Et comme disait Manon, l'Union européenne, elle a signé un accord avec l'Égypte en 2023, en décembre, pendant, enfin, ou un peu après cette Cairo Water Week. Du coup, on voit que, il y a quand même une grande partie de la politique extérieure de l'Égypte qui est concentrée sur ce sujet. Je me demandais juste pourquoi la Tunisie s'implique-t-elle autant dans le dossier du barrage de la Renaissance? Alors très rapidement parce que c'est vrai que je travaille pas trop sur la Tunisie, donc moi-même c'est une question que je me suis posée en voyant les actions qu'elle menait, notamment au sein des organisations internationales qu'on a évoquées tout à l'heure. Moi, je pense que autour de ce barrage, il y a beaucoup d'enjeux de légitimation qui se jouent pour tous les gouvernements impliqués, et notamment les gouvernements éthiopiens et égyptiens, moins que soudanais étant donné la situation politique actuelle. Et dans ces enjeux de légitimation, il y a aussi l'idée, je pense, enfin, moi, comment je le vois, c'est une réponse très personnelle, mais il y a aussi une notion de soutien de régimes qui sont supposés être alliés et ou en tout cas qui sont similaires. Et pour moi, la position de la Tunisie là-dessus, étant donné le gouvernement actuel qu'on connaît en Tunisie de Kais Saied, qui est un gouvernement qui est qualifié d'autoritaire pour différentes raisons. Enfin, on pourra revenir aussi sur cette appellation, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un peu un arc d'influence qui se joue et le rôle de médiateur que la Tunisie essaie d'avoir là-dessus, c'est mais encore une fois, c'est assez personnel parce que j'ai pas du tout étudié cette question-là, mais c'est une sorte de soutien indirect, je pense, au gouvernement égyptien vis-à-vis de l'Éthiopie. Je pense que c'est dans ce cadre-là que la Tunisie joue un rôle important dans cette médiation et aussi pour se présenter comme un acteur
capables d'exercer des médiations internationales à l'étranger, toujours dans cette idée pour revenir sur la légitimation, mais d'avoir une politique étrangère forte pour compenser des insatisfactions aussi sur la scène intérieure. Voilà, mais je suis désolée, c'est peut-être pas suffisamment fouillé comme réponse, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'interroge moi-même. Voilà, mais je pense que autour de la légitimation, il y a quelque chose, à mon avis, qui ressort. D'accord, merci. Ouais. Peut-être, j'ai pas beaucoup de choses à dire parce que je connais assez mal aussi, mais de mémoire, quand l'Égypte a été exclue de la Ligue arabe, le siège de la Ligue arabe est allé à Tunis. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose qui est de l'ordre de la tradition diplomatique de la Tunisie. Le fait que c'est un pays arabe, alors au Conseil de sécurité, il y a les membres permanents, il y a les membres non permanents, et du coup, il y a des discussions inter-arabes donc, pour faire aussi, enfin, c'est un avantage pour les différents pays arabes, dont l'Égypte, d'être suffisamment nombreux pour pouvoir imposer assez régulièrement au moins un pays arabe au Conseil de sécurité de l'ONU, pas permanent, mais qui est là aussi pour porter leurs différents dossiers. L'Éthiopie n'a pas... Enfin, l'Éthiopie, si elle devait avoir comment dire, un soutien un peu plus large, ce serait au niveau de l'Afrique. Et l'Afrique, c'est quand même beaucoup de pays. Et c'est plus compliqué de mobiliser, surtout que c'est des pays extrêmement différents entre l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. C'est le jour et la nuit, quoi, en fait. Ça n'a pas grand-chose à voir. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, mais je n'ai pas plus de précision là-dessus. Bon, avec ces mots-là, je veux clôturer cette rencontre. Peut-être avant de clôturer, juste... ah voilà, oui, c'était très intéressant. Je suis d'accord avec Perla. Merci pour tes mots. Voilà, juste une petite synthèse. Je pense qu'on a bien examiné cet conflit et ces relations, ces tensions autour du sujet de l'eau et autour de ces trois États par des angles très différents, historiques, politiques, hydriques et aussi économiques au final. Et bien sûr aussi en tenant compte le contexte actuel de ce qui se passe au Soudan. Je veux remercier à Manon et Wahel de nous accompagner, de nous avoir accompagnés ce soir. Merci beaucoup pour vos présentations et votre input, enfin la contribution. C'était très intéressant et aussi bien sûr à toute audience, à vous tous et toutes d'avoir écouté, d'avoir participé, d'avoir posé des questions, d'avoir été intéressé. Et bien sûr aussi un grand merci à IREMO pour l'organisation de ce séminaire et pour nous offrir cet espace pour avoir cette rencontre et cet échange. Je vous souhaite une excellente soirée de Halloween. Profitez. Je vous souhaite que de treats, pas de tricks. Et à la prochaine fois, j'espère, dans un cadre de IRMO ou dans un autre cadre. Et à très bientôt alors.